Ben voilà, je vais laisser André Braque, qui est aussi un invité qui n'était jamais venu à Dijon pour une de nos conférences, donc c'est l'occasion, mais spécialiste de l'exobiologie, qui va nous parler de la vie ailleurs. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je suis extrêmement heureux pour 3 raisons au moins. J'ai visité Dijon, vous avez une chance extraordinaire parce que il n'y a rien à voir avec Orléans, c'est beaucoup plus joli. La deuxième chose, c'est que depuis 40 ans, il y a 40 ans, on s'est battu avec François Rollin à Créteil, bec et ongle, contre marasme et moquerie pour défendre une discipline qui arrive à maturité et donc qui me permet d'être invité ce soir et de vous présenter quelques découvertes, puisque disciple de Sénèque qui écrivait « Les plus belles découvertes cesseraient de me plaire si je devais les garder pour moi ». Donc je vais essayer de partager les belles découvertes qui ont été réalisées grâce à nos impôts au plan national et au plan européen. Donc voilà pour... Sur Terre, la vie émergea il y a environ 4 milliards d'années, plus ou moins à 200 millions. On n'est pas à 200 millions près. Donc, dans l'eau des océans, et ça c'est accepté par quasiment tout le monde, avec la chimie du carbone. Ça c'est presque accepté par pratiquement tout le monde. Donc, ce couple eau et chimie du carbone a des vertus exceptionnelles. L'eau, comparée à des composés chimiques qui sont dont la masse moléculaire est plus lourde, comme H2S dont la masse est 34, CO2 44 et CO2 64, tous ces composés sont des gaz. La molécule d'eau 18 devrait donc être gazeuse. L'eau devrait être gazeuse à la surface de la Terre. Si l'eau n'est pas gazeuse et elle est à liquide, c'est parce que il y a des liaisons hydrogènes qui s'établissent entre les atomes d'oxygène et d'hydrogène, liaison hydrogène. Cette liaison est faible, mais le réseau de ces liaisons dans l'eau est extrêmement fort, ce qui fait que l'eau est à l'état liquide à la surface de la Terre sous une pression de 1 atmosphère, un bar. Donc, voilà la raison pour laquelle il y avait de l'eau à la surface de la Terre. Alors, l'eau aux origines, là j'ai mis l'échelle des temps. Notre univers que nous connaissons s'est formé il y a 13 milliards 819 millions, c'est très précis, ça a été mis en évidence, déterminé grâce à des mesures du rayonnement fossile. Et donc, le système solaire s'est formé il y a 4,5 milliards, donc le système solaire, la Terre, s'est formé tardivement dans l'histoire de l'univers, enfin pas tout de suite. Et il y avait déjà de l'eau il y a 4,4 milliards. Donc ça on le sait parce qu'on a un petit cristal de zircon à base de zirconium que l'on peut dater et qui est vieux de 4,4 milliards. Et ce petit cristal de zircon a été façonné par de l'eau. Donc pour de l'eau, on n'a pas de problème. Donc il y avait de l'eau, il y a sur la Terre, il y a au moins 4,4 milliards d'années lorsque la Terre était suffisamment refroidie pour que l'eau puisse exister à l'état liquide à la surface de la Terre. Donc, il faudrait que je sois Shiva avec 3 mains, au moins, je n'ai que 2, parce que donc la Terre était suffisamment petite pour ne pas être gazeuse. Si la Terre avait été gazeuse comme Jupiter et Saturne, il n'y a pas la possibilité de voir des océans d'eau à la surface, donc trop gros, c'est pas bon. Et cette atmosphère était suffisamment dense pour maintenir l'eau liquide à sa surface. La distance de la Terre au Soleil lui permet d'avoir une température clémente et d'éviter un effet de serre divergent. Si la planète est trop chaude, l'eau s'évapore. La vapeur d'eau est décomposée de l'atmosphère, photodissociée par les rayons du soleil en hydrogène qui s'évade et l'oxygène qui se combine aux roches. Et donc, c'est le cas en gros de Vénus. Et si la Terre avait été plus loin, un peu comme Mars, au bout d'un certain temps, la température n'est pas suffisante pour maintenir l'eau à l'état liquide. Donc l'eau passe dans le sol sous forme de glace et le sol gelé, pergélisol, permafrost, comme en Sibérie. Donc la Terre était
la bonne taille, trop grosse, gazeuse, trop petite, la gravité n'aurait pas permis de retenir l'atmosphère, donc pas de couvercle, l'eau s'évapore, et donc bonne distance par rapport à l'étoile, trop loin, trop froid, trop près, trop chaud. Donc la Terre est dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité. L'origine de l'eau est très probablement cométaire. Ça, c'est une hypothèse de travail. Alors, l'hypothèse de travail, il y a deux réservoirs de comètes. C'est le nuage d'Oort qui est très loin aux confins du système solaire. Et il y a la ceinture de Kuiper qui est plus proche. Hein, qui est donc, on disposait de 8 comètes qui venaient du nuage d'Oort. Et pour avoir une notion de l'origine de l'eau, on regarde le rapport d'essurage deutérium sur hydrogène. Le deutérium est un isotope de l'hydrogène. Alors, pour ceux qui ne sont pas chimistes, hein, on va dire que c'est une conférence grand public, alors excusez-moi pour les chimistes, mais l'hydrogène, c'est un proton et un électron. Alors, si vous gardez le même nombre de protons et d'électrons, et si vous rajoutez un neutron, vous avez ce qu'on appelle des isotopes. Donc, ils ont la même charge, mais ils sont plus lourds. Donc, si vous ajoutez un neutron à l'hydrogène, vous obtenez le deutérium, et qui est un isotope stable de l'hydrogène. Donc, on regarde le rapport d'essurage, et on regarde le rapport d'essurage de l'eau des océans, et le rapport d'essurage des comètes. On a des 8 comètes qui viennent dehors, ça ne connaît pas du tout. Donc, on a dit, l'eau terrestre ne vient pas dehors. Entre-temps, on analyse 2 comètes qui viennent de Kuiper, et bingo, ça marche. Donc, la conclusion à type, c'est de dire l'eau de la Terre vient des grains cométaires ou des comètes qui viennent de la ceinture de Kuiper. Et ça on le verra plus tard, jusqu'à Churyumov-Gerasimenko, la fameuse Tchouri, dont le rapport d'essurage ne colle pas avec l'eau terrestre et qui vient de Kuiper. Donc, les conclusions hâtives en disant tout ce qui vient de Kuiper, c'est bon, ça porte de l'eau sur Terre. Il y a au moins une exception, c'est Tchouri qui vient de Kuiper et le rapport d'essurage ne colle pas. Donc, la conclusion, c'est qu'il ne faut pas faire de conclusion trop hâtive, mais les scientifiques ont l'habitude de ce genre de remise en cause. C'est tout le sel de la recherche scientifique, c'est de savoir que tout peut être remis en cause pratiquement à n'importe quand, et ça, c'est enrichissant. Pourquoi le carbone? La principale vertu du carbone, c'est un atome tétravalent. Donc il a 4 bras, on peut attacher 4 groupes au sommet, il est au centre d'un tétraèdre, et on peut donc construire des édifices dans 4 directions, ce qui permet de faire des molécules de plus en plus complexes. 3 filières pour la chimie du carbone, l'atmosphère, donc soit CO, CO2 ou le méthane, CH4, les sources hydrothermales sous-marines et l'espace. En ce qui concerne l'atmosphère, je pense que tout le monde connaît l'expérience de Miller, jeune chimiste américain qui prend comme source de carbone le méthane, CH4, et il met dans un ballon avec de l'ammoniac, de l'hydrogène et de l'eau, des vapeurs d'eau, il fait tourner tout ça, chauffer avec des décharges électriques pour mimer les éclairs de l'atmosphère interfinitive, et au bout d'une semaine, il analyse, il arrête au bout d'une semaine, non pas pour des raisons bibliques, hein, à cause de etc., mais parce qu'il trouve que le bouillon est devenu très brun, et il se dit ça va être certainement suffisamment compliqué pour être analysé. Donc, il arrête sa analyse, il obtient 4 acides aminés qui sont les constituants des protéines. Donc, expérience historique qui permet de démontrer en laboratoire qu'on peut fabriquer des briques du vivant à partir d'un mélange de gaz. Malheureusement, son mélange de gaz n'est pas bon. Parce que les géochimistes disent, mais monsieur Miller, vous devriez savoir quand même que l'atmosphère de la Terre primitive était dominée par du dioxyde de carbone, CO2. Alors Miller dit, ça fait rien, je vais remplacer le bon méthane, CH4, par du dioxyde de carbone, CO2, et ça ne marchait pas. Donc, il est extrêmement difficile, autant il est facile de tirer, de faire des molécules organiques à partir du carbone, du méthane, CH4, autant il est difficile de construire des molécules de chimie organique à partir du CO2. Donc, probablement que l'atmosphère a fourni un peu d'ingrédients qui ont démarré la vie, qui ont permis le démarrage de la vie dans les océans, mais certainement pas le gros de la soupe.
Les sources hydrothermales sous-marines, alors vous savez que les continents, grâce à la tectonique de plaques, s'écartent, que la plaque américaine, les Américains s'éloignent de nous, bon, pour des raisons géologiques, hein, simplement. Et donc il y a à l'endroit où les plaques se séparent, il y a un amincissement du manteau, donc il y a un graben, un fossé avec des éruptions volcaniques qui ont donné naissance aux îles volcaniques comme les Açores et l'Islande au nord. Il y a également des fumeurs, les fameuses sources hydrothermales sous-marines, des fumeurs noirs. Et ces fumeurs sont analysés. Alors, j'ai participé personnellement à une mission de l'Ifremer Iris sur Rainbow. Et nous avons prélevé des échantillons dans le fumeur et autour du fumeur. Nous avons trouvé des acides aminés, mais ces acides aminés proviennent d'êtres vivants qui sont morts à proximité de ces fumeurs. Nous n'avons pas trouvé d'acide aminé qui ait été formé par voie purement chimique au niveau de ces fumeurs. Donc pour l'instant, les recherches continuent. Je vous signale simplement que pour tous ceux qui pensent que quand un chimiste va aux Açores sur un bateau de l'Ifremer qui a été raccourci de 15 mètres parce qu'il n'y avait pas assez de crédit, qui s'appelle donc, et qui est sur une mer formée, lorsque l'anticyclone des Açores dépasse aux Açores, la mer est formée. Une mer formée, pour un chimiste non amariné, c'est difficile. Ce n'est pas une croisière. Les gens au laboratoire disaient Braque est parti en croisière. Non. Je suis parti en mission de l'Ifremer sur un bateau qui ne tenait pas la mer et sur une mer formée. Une anticipation artistique extrêmement troublante. Il existe un tableau de Yves Tanguy qu'il a peint en 1927, soit exactement 50 ans avant qu'Alvin, le sous-marin américain, ne découvre les premiers fumeurs. Tout y est. C'est extraordinaire cette anticipation pour un artiste, comme quoi on peut imaginer des choses étant artiste qui finalement se révèlent quasiment. Et il y a vraiment, et même la dérive des fumeurs ici qui suivent les mouvements tectoniques, c'est extraordinaire. Bon, je passe, c'est un petit touche artistique. L'espace, bien distingué entre les différentes tailles des impacteurs. Lorsque l'impacteur est trop gros, il arrive avec une vitesse cosmique qui est de l'ordre de 100 000 km à l'heure. 100 000 km à l'heure. Alors prenez une tonne qui tombe sur la Terre à 100 000 km à l'heure, l'énergie cinétique c'est 1,5 de mv2. Donc c'est 1,5 qui multiplie la masse, qui multiplie le carré de la vitesse. Alors ça fait des énergies formidables. Au moment de l'impact, l'impacteur est vaporisé, il ne reste que des cendres. Donc trop gros, de l'ordre de la tonne, c'est pas bon. Ça n'apporte rien. En France, ça c'était le météorocratère en Arizona, en France, nous avons un impact de météorites, de grosses météorites hein, qui est tombé à Rochechouart, ça ne s'invente pas, Rochechouart, et qui se trouve à l'ouest de Limoges, environ 35 km. Si vous allez à Limoges, je vous en supplie, arrêtez-vous à Rochechouart, il y a un petit musée Pierre de Lune où tout l'impact est expliqué. On ne retrouve rien puisque la végétation a effacé les traces du cratère. Nous ne sommes pas en Arizona, mais on trouve encore du granit qui a été fondu par l'impact. Donc vous avez une cuvette ici, ce sont des brèches d'impact. Alors si vous allez à Rochechouart, vous allez voir que l'église et les maisons du village sont construites avec des pierres poreuses. Pendant très longtemps, tout le monde s'est dit, mais pourquoi, diable, comment se fait-il que les habitants de ce village sont allés si loin du Massif central chercher des roches volcaniques? Ils sont un peu dérangés. Non, 1920, un géologue dit ce ne sont pas des roches volcaniques, ce sont des brèches d'impact. Il y a eu une météorite qui est tombée près de Rochechouart il y a 200 millions d'années, une météorite de 1,5 km de diamètre, pesant 6 milliards de tonnes, et avec une énergie qui va représenter 14 millions de fois celle d'Hiroshima. Donc, à l'époque, quelques-uns cratères de 20 km, détruisant toute vie dans un rayon de 200 km. Donc, Dijon n'est pas dans le rayon de 200 km, mais quand même. On retrouve un petit peu, en cherchant bien, quelques bords de cratères, mais c'est difficile. Et donc, la tonne, c'est pas bon. Lorsqu'on passe de la tonne au kilo, ça va. Donc, ce sont les météorites ordinaires. Et donc, parmi ces météorites, vous avez 3 à 4% de ces météorites qui contiennent... La plupart des météorites, ce sont des cailloux du fer. Donc, pour nous, chimistes, c'est intéressant pour les géologues, mais pour nous, bof.
3 à 4% contiennent des molécules organiques, molécules carbonées. Et donc, ces molécules carbonées, la championne est certainement une météorite qui est tombée à Murchison, au sud-est de l'Australie, et qui contient 73 acides aminés, dont 8 font partie des 20 acides aminés qui constituent les protéines des êtres vivants. Donc, la preuve est faite que des acides aminés peuvent être importés, fabriqués dans l'espace, peuvent être importés par les météorites. Parmi ces météorites, il y a alors, les acides aminés existent pour 19 des 20 acides aminés existent sous deux formes, une forme gauche, une forme droite. Alors, la vie, les protéines, nos protéines, n'utilisent que les acides aminés gauche. N'y voyez aucune connotation politique. Et il y a dans ces météorites un peu plus d'acide aminé gauche que d'acide aminé droit. Donc, et la vie, qui est un système autocatalytique par définition, puisque la vie consiste à faire plus de soi-même par soi-même. Et donc, cette vie doit être dissymétrique, ce qu'on appelle homo-chiral, homo le même, et chiral qui rosse la main, serre la main. Et donc, c'est comme la circulation automobile. Vous êtes obligé de circuler soit à gauche, soit à droite, mais pas au milieu et pas n'importe comment. Donc, la vie a choisi un sens, mais la vie doit être dissymétrique. Et il y a dans ces météorites, dans certaines de ces météorites, un peu plus de forme gauche que de forme droite, donc qui pourrait être une explication pour l'origine de la dissymétrie des systèmes vivants sur Terre. Lorsque l'on passe du kilo au gramme, ça ne passe plus. Le gramme, ce sont des étoiles filantes. Donc ça, c'est une litho d'une averse d'étoiles filantes de 1833. Donc ce n'est pas l'éclipse partielle du Soleil, hein, mais c'était une pluie. Il tombait, paraît-il, 200 000 étoiles à l'heure. Donc mon seul regret, c'est de ne pas avoir vécu cette nuit-là. Je pense que c'est peut-être une vie formidable. Mais c'est pas bon parce que ça brûle en traversant l'atmosphère. Et donc, mais lorsqu'on passe du gramme au milligramme, ça repasse bien. Ce sont les micrométéorites qui sont collectées en Antarctique, par en particulier l'équipe de Michel Morette et puis les gens de son groupe maintenant. Et donc, c'est à partir de ces micrométéorites qui sont donc plus petits qu'un milligramme, on peut, et à partir du bombardement de la Lune qui permet de remonter au bombardement de la Terre pendant la phase de bombardement intense qui a lieu il y a environ 4 milliards d'années. Donc, à partir de la collecte des micrométéorites, de l'analyse, on peut estimer la quantité de matière carbonée qui a été apportée à la Terre par les micrométéorites pendant la phase de bombardement. Et ça représente cumulé sur 200 millions d'années une couche de goudron, de matière carbonée complexe, de kérogène, de 40 mètres sur l'ensemble du globe terrestre. Donc d'énormes quantités, beaucoup plus, 25 000 fois plus que tout le carbone qui est recyclé par la biomasse à la surface de la Terre, a été apporté par les micrométéorites. Donc notre hypothèse, c'est que la plupart des ingrédients qui ont permis le démarrage de la vie dans les océans est d'origine extraterrestre. Alors, la mission Stardust a été lancée en 1999 par les Américains. Elle a collecté des poussières de la coma cométaire de Vide 2, le 2 janvier 2004. La capsule est revenue sur Terre, exploit technologique, hein, dans le désert de l'Utah. Et il y avait un hydrogène qui a collecté les grains. L'analyse de ces grains permet de déclarer, de penser que ces grains, que les micrométéorites sont d'origine cométaire. Donc vous voyez tout de suite la connexion avec la sonde Rosetta, tout l'intérêt que nous portons à ces grains cométaires, puisque on sait que les micrométéorites d'origine cométaire ont apporté d'énormes quantités de matière carbonée dans les océans terrestres il y a 4 milliards d'années. Et donc, c'est la raison pour laquelle, grâce à nos... Très, très modestement, je pense que ce genre d'argument a poussé les ingénieurs de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, à faire un atterrisseur, d'accompagner la sonde Rosetta qui accompagne la
comète, Churyumov-Gerasimenko, équipé d'un petit atterrisseur Philae. Alors, pour une fois, l'agence spatiale et les médias ont fait une couverture exceptionnelle de cette mission. Donc, je pense que tout le monde est au courant. La sonde Rosetta a été lancée en 2004, après un voyage de 10 ans et 7 milliards de kilomètres. Elle est partie à la chasse de la comète Churyumov-Gerasimenko, qu'elle a rattrapée en août. Elle s'est mise en orbite autour de la comète et elle a lancé un petit atterrisseur Philae sur la comète. Imaginez que la comète bouge, la Rosetta bouge, et il fallait lancer comme un caillou quelque chose à un endroit déterminé sur la comète. Alors je passe rapidement. Bon, tout le monde a vu ces magnifiques photos de la comète Churyumov-Gerasimenko. L'atterrissage se fait sur la tête du canard, à droite. Le point visé, alors je vais quand même sortir mon pointeur. Hop, j'ai pas de pointeur sur le... Mais ça c'est ma faute. Ici vous avez un cœur, regardez cette belle dépression. Ça c'est le point visé. Donc imaginez une sonde qui tourne autour de la comète, avec qui lance le petit atterrisseur sur un... Alors il y a eu 1 million de simulations de calculs faits pour savoir quand est-ce qu'il fallait lancer, comment il fallait lancer, avec quelle énergie, etc. Donc le point visé, c'est le point qui est ici. Ah, regardez ce petit cœur, l'atterrissage est là. Okay, regardez le petit cœur, donc la sonde s'est posée à 100 mètres de l'endroit fixé. Exploit technologique exceptionnel qui a fait évidemment les unes de toutes les magazines. La difficulté, c'est que la comète n'est pas grosse. Que la gravité, on pèse le 100 millième de son poids, donc les 100 kg de l'atterrisseur pèsent 1 gramme. Et donc il n'y a rien qui attire l'atterrisseur sur la comète. Et donc pour fixer la comète, il y avait un petit moteur à jet de gaz qui devait plaquer le Philae sur la comète, puis des crampons, des harpons qui devaient s'enfoncer dans la glace. Apparemment, les moteurs qui devaient plaquer n'ont pas fonctionné, donc le harpon ne s'est pas déclenché, donc la sonde a rebondi pendant plus d'une heure, et deuxième rebond, et ensuite elle a fini par s'encastrer dans une infructuosité. On a eu de la chance parce qu'il aurait pu partir plus du tout sur la comète. La difficulté, c'est que la sonde s'est posée sur 2 pattes, elle a 3 pattes, hein, donc elle s'est posée sur 2 pattes de guingois. Et donc, tout ce qui nous intéresse, évidemment, chimistes, c'est les forages. Donc, il faut absolument forer pour savoir à quoi ressemblent les grains lorsqu'ils sont dans la glace de la comète. Et donc, on s'est battu pour qu'il y ait une foreuse, etc. On s'est battu pour qu'il y ait une analyse des acides aminés pour savoir si, dans cette comète, s'il y a des acides aminés, ils sont aussi plutôt gauche que plutôt droit. Donc, tout ça, ça nous intéresse vraiment directement. Et donc on s'est battu, on a réussi à avoir tous les instruments nécessaires pour savoir s'il y avait des acides aminés, de quel était leur sens, s'ils étaient plutôt gauche ou plutôt droit. Et donc un premier forage a été fait avec un petit peu de courant qui restait de la pile de Philae. Et donc le forage s'est fait dans le vide, enfin pas tout à fait le vide, a réussi à forer un petit peu d'atmosphère, un petit peu de gaz qui se trouve près de la comète, et a trouvé une molécule avec 3 carbones, mais pour l'instant, je n'en sais pas plus. Donc, notre espoir maintenant, c'est que la comète, qui, avec la sonde accrochée en passager clandestin sur la comète, et puis Rosetta qui tourne toujours autour de la comète, vont se rapprocher du Soleil, puisque c'est le sort de cette comète. Et donc, ça va réactiver les panneaux solaires qui vont recharger les batteries, et donc il va faire de nouveaux forages. Ce qu'on va espérer, c'est que les forages ne se font pas encore une fois dans le vide, parce que forer le vide, nous, ça ne nous intéresse pas du tout. Et on ne peut pas redresser la sonde. On peut simplement la soulever sur son axe, mais comme la sonde, le forage est perpendiculaire au fond de la petite sonde, voilà. Donc, attendons, mais en principe en mars, les batteries vont être rechargées. Pour l'instant, on croise les doigts.
Mais c'est quand même une mission, un exploit technologique extraordinaire. Bon, il y a une petite... Pour nous, exobiologistes, on aimerait bien que tout se soit passé correctement avec des forages. Pour l'instant, on n'en est pas là. On a, au laboratoire, on voulait comprendre d'où venaient ces acides aminés qu'on trouve dans les météorites. Donc, on a reproduit en laboratoire la chimie qui se développe dans les milieux interstellaires. Le milieu interstellaire, ce sont des mélanges de gaz et de poussière qui sont alimentés par des supernovas qui explosent, comme celle que j'ai montrée tout à fait au début. Et donc, il fait très froid, température très basse, de l'ordre de moins 160 degrés, et on expose des glaces de monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, méthanol et ammoniac aux Pays-Bas, dans des chambres sous des radiations lumineuses pour mimer un petit peu les radiations, les rayonnements des étoiles, et on a obtenu, ce faisant, un composé brun brunâtre qui a été analysé à Orléans dans mon laboratoire, et on a obtenu 16 acides aminés, donc les fameux acides aminés qui constituent les protéines, et donc dont 6 font partie des 20 acides aminés. Donc la preuve est faite que lorsqu'on reproduit en tube à essai, en laboratoire, les conditions de l'espace interstellaire, on arrive à synthétiser les acides aminés, donc on comprend la source d'où viennent ces fameux acides aminés. On a également, l'étape d'après, c'est de démontrer le voyage. Alors, grâce à l'Agence spatiale européenne et au Centre national d'études spatiales, le CNES, on a dans un premier temps accès à des satellites russes automatiques photons, et donc sur lesquels l'Agence spatiale fixe une casserole, Banyurpan, et dans cette casserole, on met des acides aminés. On a eu un vol, là c'est des vols de 15 jours, on a eu 2 vols de 15 jours, on a eu un vol de 3 mois sur la station Mir avant qu'elle ne soit détruite, et on a eu 2 vols sur la station internationale. Alors, pour tous ceux qui clament, qui pleurent que la station internationale coûte cher et qu'elle ne sert à rien, elle sert au moins à porter nos expériences. Donc, la conclusion, c'est que les acides aminés, lorsqu'ils sont exposés tout nus, ne résistent pas, surtout, dans le vide, il y a le vide, le froid, le rayonnement du soleil, les UV, donc ils résistent à tout sauf aux UV, et il suffit de les protéger par un petit peu de poudre de météorite, 5 millièmes de millimètre suffisent pour les protéger. Donc pendant un an et demi, les acides aminés ont résisté au voyage, pour peu qu'ils soient protégés par un peu de poussière de météorites. Ça, c'est pour les ingrédients. Mais les ingrédients, c'est pas la vie. Donc, en laboratoire, on aimerait bien aussi comprendre comment ces ingrédients se sont mis à vivre, c'est-à-dire se sont mis à faire plus d'eux-mêmes par eux-mêmes, l'autoreproduction, l'autoréplication et également l'évolution. Il faut les deux. L'autoréplication, ça permet au système de proliférer, et l'évolution, ça permet au système de se perfectionner. Donc, pendant très longtemps, on a essayé naïvement, sur les conseils des biologistes, je ne sais pas s'il y a des biologistes dans la salle, mais les biologistes nous ont dit, regardez, toute la vie terrestre est basée sur la cellule. Donc, dans la cellule, vous avez 3 constituants principaux. Vous avez les protéines, les enzymes qui font le travail chimique pour faire la copie. Vous avez les acides, les nucléotides, l'ADN, l'ADN qui stocke l'information, qui permet de transférer le plan de montage. Et comme on est dans l'eau, il y a une membrane. Donc, on a essayé de faire les 3 constituants. On a un gros problème avec l'ARN. Et maintenant, plus personne ne pense que la vie sur Terre a démarré directement par une cellule. Donc, la vie a pu, avant la cellule, être portée par des ARN, qui sont les cousins d'ADN, où l'ARN faisait le travail et de stocker d'informations et le travail chimique. Et pour l'instant, on a toujours des problèmes avec la synthèse de l'ARN, donc on pense que l'ARN a été précédé par des robots plus simples, capables d'autocatalyse, donc de faire plus de soi-même par soi-même, donc pour l'instant, et vous le sauriez, on n'a pas réussi à reconstituer, à recréer en tube à essai une vie primitive. Le problème, c'est que lorsqu'on est dans l'eau, on a trop de liberté. Trop de liberté tue la chimie. Parce que quand vous êtes dans l'eau, des molécules totalement libres, vous avez 6 degrés de liberté. Vous avez X, Y, Z, dans un plan et puis ensuite vers le haut.
Et autour de ces trois axes, vous avez des rotations. Donc 6 degrés de liberté, c'est trop. Donc la chimie ne marche pas. Pour réduire ces degrés de liberté, on essaie de se placer sur des surfaces. Lorsque vous êtes plaqué sur une surface, vous n'avez plus que 2 degrés de liberté, puisque vous ne pouvez plus que faire x, y, vous ne bougez que dans 2 directions. Donc c'est ce qu'on travaille de plus en plus maintenant. On fait de la chimie, ce qu'on appelle la chimie on the rocks. Donc la chimie, c'est pas le whisky on the rocks, hein, c'est la chimie on the rocks, c'est les surfaces minérales, parce que sur les surfaces minérales, tout ça parce que, bon, je ne rentre pas dans la thermodynamique, hein, c'est un peu compliqué. Mais je pourrais alors... la grande question pour les chimistes, c'est de savoir si la vie a démarré simplement ou si la vie a démarré d'une manière extrêmement complexe. Le problème, c'est combien fallait-il de pièces pour démarrer, faire des petits automates chimiques capables de se reproduire. Alors ça, c'est la grande question. Et c'est donc Miller, 1953, il y a donc plus de 60 ans maintenant, a réussi à faire des briques à partir des briques, on s'est dit, si on arrive à faire des briques, on fera des murs, ce qu'on a réussi à faire, mais on pourra faire une maison et un lotissement. On n'a pas réussi à faire de maison, on n'a pas réussi évidemment à faire de lotissement. Donc, la grande question, s'il a fallu des milliers de pièces pour démarrer la vie, les chimistes auront du mal à reproduire ce type de chimie en tube à essai. Donc, on est vraiment, vraiment à la recherche de critères de simplicité. Le critère de simplicité, ça serait de démontrer que le système est répétitif. C'est-à-dire que si dans les mêmes conditions que celles de la Terre primitive, la vie, on peut démontrer que la vie démarre, ça veut dire que la vie est relativement simple, puisque c'est comme une recette de cuisine. Plus la recette est simple, plus nos chances de réussir sont grandes. Donc c'est la raison pour laquelle un certain nombre de chimistes, dont votre serviteur, s'est mis à s'intéresser à la recherche de vie extraterrestre pour, non pas simplement pour le plaisir de savoir si on est seul ou pas dans l'univers, mais aussi pour avoir un critère de simplicité, pour être conforté dans notre démarche de vouloir reconstruire, recréer un peu de vie simple dans un tube à essai. Alors l'idée d'une vie extraterrestre n'est pas nouvelle, hein, donc c'est une idée au niveau intuitif défendue par les philosophes. Épicure écrivait déjà à Hérodote en 300 avant Jésus-Christ, les mondes sont en nombre infini, on le saurait démontrer qu'ils ne sont pas habités. Ensuite, il y a eu Socrate, etc., on a abordé dans le sens, et mention particulière pour Giordano Bruno, un prêtre défroqué, qui, en l'an de grâce, si je puis dire 1600, a été brûlé vif sur la place Campo dei Fiori. Alors, deuxième habitation touristique, si vous allez à Rome, allez du côté du vieux quartier juif, et à la place Campo dei Fiori, vous avez la statue de Giordano Bruno qui est là sur son piédestal. Et donc, pour quelqu'un qui a écrit Le Banquet des Cendres, je trouve que c'est très monitoire. Voilà la statue de Giordano Bruno qui a été représentée par le sculpteur franc-maçon Ettore Ferrari en habit de moine dominicain alors qu'il avait cessé d'être moine, mais ça c'est pour un petit peu larguer l'Église catholique. Il paraît que le Vatican a essayé de déboulonner la statue plusieurs fois. Enfin, la dernière fois que j'étais à Rome, elle était toujours là, donc ça va bien. Alors, Mars est bien sûr pour rechercher la vie dans des conditions qui ressemblaient à les conditions de la vie primitive. Mars, c'est la petite sœur de la Terre, qui a été même habitable plus tôt que la Terre, puisque plus petite. Et donc, ça, c'est une photo récente des pôles. Ça, c'est du pôle sud. Ce que les astronomes appelaient cappuccino, ça ressemble vraiment à un cappuccino sur une tasse de café. Il y a donc, vous avez compris que ce que l'on cherche, c'est la présence passée d'eau à l'état liquide d'océan. Et ce que l'on cherche également, c'est la chimie du carbone. Donc on n'est pas exigeant, hein. Il ne faut que de l'eau et la chimie du carbone. Si ça démarre dans ces conditions, ça veut dire que nous, chimistes, malgré nos erreurs, on finira par y arriver. Alors, en ce qui concerne l'eau, il y a des lits d'écoulement qui peuvent être des lits glaciaires parce qu'il n'y a pas de forme en U, etc. Il y a de magnifiques photos qui sont prises par la caméra stéréo haute définition de Gerhard Neukum de Berlin, qui est sur Mars Express, qui est un orbiteur européen, merci l'Europe,
qui gravite autour de Mars, qui prend des photos exceptionnelles. Ça, c'est une rivière martienne dans Nepenthes Mensae, photographiée. Donc ici, vous avez une rivière qui a déposé un cône d'éjection comme dans les Alpes, hein, dans le cratère. Le lit asséché de Roy Wallis, formé par de l'eau coulant à travers les Highlands de Prométhée Terra, vers le vaste bassin. Hélas, il y a des photos formidables, on a envie de prendre son sac et de partir randonner. Et la preuve, une très bonne preuve a été apportée toujours par Mars Express et le spectromètre Omega, qui est piloté par Jean-Pierre Vibring d'Orsay, qui a tout ce qui est en bleu, ce sont des argiles. Or, les argiles ne peuvent provenir que par l'érosion, par l'eau de phyllosilicate. Donc ça, c'est la preuve qu'il y avait beaucoup d'eau à la surface de Mars. Le Very Large Telescope de l'ESO a montré qu'il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est en 2015, je crois que c'est en mars 2015, il y a quelques jours, hein, je crois que j'ai pris la photo, je ne comprends pas pourquoi ça m'a mangé la moitié de mon image, a montré qu'à partir de toujours mesurer la présence de HDO, donc l'eau c'est H2O, mais lorsque vous remplacez un hydrogène par des deutérium, écrit précédemment, on peut savoir la quantité d'eau qu'il y avait à l'origine dans la surface et qu'il y avait un énorme océan qui remplissait quasiment tout l'hémisphère nord. Donc ça c'est la preuve que Mars avait des océans, d'énormes océans, il y a 4 milliards d'années. Et les arguments chimiques sont les suivants. Si vous avez des océans, vous avez de l'eau, vous avez donc une atmosphère pour maintenir les océans, ok. Si vous avez une atmosphère, vous avez un frein pour les micrométéorites, ok. Donc, si sur la Terre, ce sont les micrométéorites qui tombent dans l'eau qui démarrent la vie, le même phénomène peut avoir eu lieu à la surface de Mars. Donc, c'est une des raisons. Alors, quelle trace de vie cherche-t-on? Donc, ça, c'est Frances Westall qui étudie les formes de vie terrestres, les microfossiles terrestres, pour servir de référence pour la recherche de vie sur Mars. Alors, les plus vieux sédiments sont au Groenland, ils sont datés de 3,8 milliards d'années, mais il n'y a pas de traces évidentes de vie dans ces sédiments. Les traces de vie évidentes sont en Australie et en Afrique du Sud, et ces traces sont vieilles de 3,45 milliards d'années, et donc il y avait des micro-organismes qui pratiquaient la photosynthèse non oxygénique, sans fabrication d'oxygène, il y a 3,4 milliards d'années. Donc, mais ça ne nous dit pas grand-chose, parce que ce sont déjà des systèmes vivants complexes. Donc on n'a pas de sédiments plus anciens, bien conservés, pour nous aider et pour savoir ce qu'il faut chercher sur Mars. Mars, par contre, Mars est un meilleur conservateur de fossiles que la Terre. Sur Terre, nos handicaps sont la tectonique de plaques qui reprend les sédiments, qui les fait passer dans le manteau, ils sont chauffés, les molécules organiques, carbone, hydrogène, ressortent sous forme de CO2, H2O. Il y a trop d'UV. Pendant 2 milliards d'années, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère terrestre, donc il n'y avait pas de crème protectrice, donc tous les rayons du soleil arrivaient sans protection, sans ozone à la surface de la Terre et brûlaient la surface de la Terre. Il y avait également de la pluie pratiquement en permanence, et finalement, la vie elle-même a contribué à effacer ses propres traces, parce qu'il y a 2 milliards d'années, la vie terrestre s'est mise à pratiquer la photosynthèse oxygénique avec fabrication d'oxygène, et l'oxygène est un poison pour les molécules organiques parce que l'oxygène oxyde les molécules organiques mais fossiles. Donc sur Mars, on a peu de tectonique, on a peu de pluie, et peu de pluie puisque les océans ont disparu il y a 3,8 milliards d'années et il n'y a pas d'oxygène dans l'atmosphère, donc on a plus de chances de trouver des vieux fossiles sur Mars que sur Terre, si fossiles lumineux, bien sûr. Donc tout l'intérêt. On a eu une fausse nouvelle avec les météorites martiennes. On a 79 météorites martiennes, dont la fameuse ALH 84001. Les Américains ont dit, dans cette météorite, il y a une micro-bactérie, nanobactérie, qui est montrée ici. Actuellement, plus personne ne croit qu'il y a vraiment une nanobactérie martienne dans cette météorite. Et après, ils ont dit, oui, mais il y a des cristaux d'hématite qui ne sont connus sur Terre que
Chez les animaux, par exemple, chez les magnétobactéries qui les utilisent pour s'orienter dans le champ magnétique, ou les oiseaux, jusqu'à ce qu'un chimiste réussisse à faire par voie purement chimique ce type de cristal. Donc plus personne ne croit qu'il y a... C'eût été formidable que d'avoir une bactérie martienne dans une météorite martienne. En fait, fausse joie. On a autre belle manip, européenne, toutes les météorites martiennes sont toutes des roches, ce qu'on appelle les roches ignées, les roches volcaniques. Alors sur Terre, on ne va pas chercher des fossiles dans les roches volcaniques, on va les chercher dans les sédiments. Donc la question que je me suis posée, c'est pourquoi ne pas avoir de météorites? Il y a plein de sédiments à la surface de Mars, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de météorites martiennes sédimentaires? Alors, entre-temps, un ingénieur de l'ESA me dit, mais écoute André, les Allemands mettent des céramiques dans les boucliers thermiques des photons, c'est comme le satellite russe automatique. Tu devrais faire une demande, et faire une proposition d'expérience, où tu mettrais des calcaires, des roches sédimentaires dans le bouclier thermique. Alors je rédige une belle proposition. La réponse du juge, parce que donc la proposition est soumise à des juges, par principe scientifique raisonnable, hein, qui répond « stupide, les sédiments seront détruits par l'entre atmosphérique ». Alors ça c'est con, c'est une raison stupide, c'est pas scientifique. La science avance par des gens qui font les manips pour voir comme ça, on ne sait jamais. Et alors, je me suis dit, diable, alors j'ai réécrit ma proposition en disant les météorites qui arrivent sur Terre ont traversé l'atmosphère, donc on n'a jamais les météorites avant la traversée. Est-ce qu'il n'y aurait pas un échange isotopique, fameux isotope, avec l'oxygène en traversant l'atmosphère? Le juge a répondu oui, faites l'expérience, très intéressant. Alors, et voilà que l'expérience. Bien sûr, on a mis des calcaires et des roches sédimentaires. Et parmi ces roches sédimentaires, il y en a une qui a... Alors ça c'est le satellite dans la plaine du Kazakhstan, au retour. Ça c'est le minéralogiste, malheureusement c'est depuis Gero Kurat, un excellent ami. On avait fait une équipe formidable. Le critère de sélection c'était aimer la bonne science et aimer le bon vin. Donc, surtout à Dijon, ça s'impose. Et voici le calcaire. Donc on a réussi à sauver un tiers de l'épaisseur du calcaire. Donc là c'est un calcaire qui vient de Cortina d'Ampezzo, dans l'économie. Donc on est monté un week-end avec Gero Kurat et puis un Italien. On a fait une conférence à la Société d'astronomie de Cortina d'Ampezzo, et les Italiens, quand je leur expliquais que c'est des pierres italiennes qui évoluaient dans oui, bravo, ils étaient enchantés. Et donc cette pierre italienne donc, a résisté à l'entrée atmosphérique. Ça veut dire qu'il y a probablement sur Terre des météorites sédimentaires martiennes, mais qu'on ne reconnaît pas comme météorites martiennes parce qu'elles n'ont pas la croûte de fusion. Les roches ignées, lorsqu'elles traversent l'atmosphère, fondent en surface et ont une croûte brune, noire, qui les font reconnaître. Et comme on ramasse quand les chasseurs de météorites de l'Antarctique ramassent les météorites, ils les ramassent dans les moraines souvent. Et dans les moraines, il y a plein de roches terrestres et ils ne prennent que ce qui est noir et brun. Donc il y a peut-être parmi ces roches, il y a des météorites martiennes sédimentaires, mais pour le savoir, il faut analyser toutes les roches avec un spectromasse qui pèse des tonnes, et ça, c'est pas possible en Antarctique. Mais néanmoins, alors ça, ce sont, pour vous impressionner, l'historique des missions martiennes, c'est pas simple d'aller sur Mars, hein, quand même. Donc il y a à peu près un tiers de missions qui réussissent, il y a 2 tiers d'échecs. Et donc, le taux de réussite, donc c'est 15 sur 40, soit 37%. Alors il y a bien sûr Viking, les premières missions Viking n'ont pas trouvé de molécules carbonées à la surface de Mars. Il y a eu Opportunity et Spirit. Alors Spirit est tombé, bon Viking n'a pas trouvé de molécules organiques, mais a montré que la surface est brûlée par le soleil, donc peu propice pour le stockage de ces molécules. Le coup de chance, c'est Opportunity, qui a été lancé, qui s'est posé en janvier 2004, qui devait tourner quelques mois et qui tourne toujours. Donc au bout de 10 ans, fait toujours de bonnes manies. Alors, et
il s'est posé à quelques mètres de grès, donc de roches sédimentaires. Ça, c'est un coup de chance extraordinaire parce que c'était vraiment l'endroit où il fallait aller pour aller chercher des preuves d'eau, en tous les cas. Donc, il a trouvé des billes, ce que les Américains appellent des blueberries, donc les myrtilles. Ce sont des billes d'hématite qui ont été formées par de l'eau. Donc, ça prouve que ce sédiment est bien d'origine lacustre. Et ce qui est, alors ça, je vais me prendre mon pointeur, parce que Opportunity a fait 5 ou 6 km, il est arrivé au bord du cratère Victoria. Et la question était de savoir si ce cratère avait été rempli par de l'eau jadis. Donc il arrive au bord ici, l'ordre est donné, allez voir dans la falaise s'il y a des myrtilles. Pas pour faire une tarte, mais bon. Et évidemment, il faut 20 minutes quand on passe à nord de la Terre pour arriver jusqu'à Mars. Donc, il a un tas de systèmes de protection automatique. Hein, il se penche, il dit non, c'est trop rempli, je ne peux pas. Alors, il a fait tout le bord comme ça, avec plusieurs arrêts pour aller voir s'il pouvait descendre et pour fouiller cette falaise. Et si on est ras-le-bol, il revient sur tes pas, il est revenu ici, et c'est souvent le cas, c'est le premier endroit où il a réussi à descendre. Il a pris une photo formidable de cette falaise, ici, extraordinaire quand même, depuis mars, hein, moi je suis comme un gamin. Et dans cette falaise, il y a des myrtilles. Donc ça veut dire que tout ce cratère était rempli par de l'eau. C'est beau quand même, hein, la contribution d'Orléans. Alors, le côté positif, c'est que dans les années 97, l'Agence spatiale m'avait donné la présidence d'un groupe d'exobiologie de l'ESA qui était chargé de faire idéalement ce qu'il fallait faire. Ne vous inquiétez pas, ni du budget, ni de la masse, ni des missions, etc. Que faut-il faire pour trouver la vie dans le système solaire? Donc on a fait une étude théorique avec, en listant tous les instruments nécessaires. J'ai le PDF, hein, donc je peux l'envoyer sur Internet, il est en anglais pour ceux qui souhaitent. Donc ça, c'est un peu à l'origine des missions martiennes maintenant, qui sont, même les Américains se sont inspirés de ce rapport, et l'agence européenne aussi. Et donc Mars Express a été fait en 2003 parce que c'est un revol de Mars 96. Mars 96, mission russe très lourde avec beaucoup d'instruments français qui finissent son trajectoire dans le Pacifique. Hein. Donc, alors chercher l'eau dans le Pacifique, c'est pas vraiment le but de la vie. Il y en a quand même. Il y en a, oui. Confirmé qu'il y en a. Et donc, l'agence spatiale a dit, quand vous avez des instruments de rechange dans le laboratoire, on va faire une mission en 2003, donc la conjonction planétaire était très favorable, Mars était proche de la Terre, non pas grosse comme la Lune, comme on voit quelquefois sur Internet, hein, enfin proche de la Terre. Et donc, on fait une mission Mars Express, rapide. Bon, donc, il m'appelle à être membre de Science Definition Team, donc l'équipe chargée de définir la science. Et les ingénieurs nous disent d'écouter, comme on est vraiment dans les bonnes situations, on a 200 kg de rab en orbite. Hein. Donc, pour Mars Express, qui est l'orbiteur autour de Mars. Donc, on a 200 kg de rab, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai dit, il faut un atterrisseur, parce que regarder Mars du haut, c'est bien, mais gratter le sol, c'est mieux. Ah oui, mais l'Europe n'a jamais rien posé. Les Américains ne font jamais d'une pierre deux coups. Ils font soit un atterrisseur, soit un orbiteur. Alors, j'ai dû être convaincant parce que, ok, vous aurez votre atterrisseur. Alors, dès qu'il a été question d'atterrisseur, les géologues me disent, mais Mars est une deuxième terre géologique. On veut étudier les tremblements de terre sur Mars. Alors, j'ai dit, écoutez, non, c'est pas sérieux parce que tout le monde s'en fout des tremblements de terre sur Mars. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de rechercher des traces de vie, de rechercher des molécules organiques, chercher de l'eau. Alors, ok, donc on vous donne 200 kg, mais pas d'argent, débrouillez-vous. Et c'est un groupe d'un chercheur anglais, donc Colin Pillinger, qui a réussi à convaincre le gouvernement anglais, qui a réussi à convaincre le loto anglais, il y avait un post-it, jouer loto anglais, qui a réussi à convaincre un groupe de rock, Blur, qui a donné une partie de ses recettes pour avoir le droit de composer un petit jingle musical qui était le premier message envoyé par Beagle 2 une fois atterri.
Le jour de Noël 2003, 25 décembre 2003, Noël noir, parce qu'on n'a jamais entendu le jingle. Donc, pendant très longtemps, on a pensé que les Martiens n'aimaient pas la musique. Mais néanmoins, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle est là. En janvier 2015, donc longtemps après, Mars, reconnaissance orbiteur, héros américain, a réussi à voir Beagle ici. Donc la bonne nouvelle, c'est que les Martiens n'ont pas enterré Beagle. Donc on a enfin vu la trace de Beagle 2 dans Planeta Isidis, là, donc sur le site d'atterrissage. On ne sait pas ce qui s'est passé. De toute façon, il n'y a pas assez de temps, pas assez d'argent, trop d'enthousiasme. Donc, c'était pas une terrible perte de Beagle 2. Et évidemment, actuellement, il y a Curiosity qui cherche les traces de vie et d'eau sur la surface de Mars. Alors là, exploit technologique, parce que là, on ne peut plus utiliser les airbags, c'est trop lourd. On utilise ce que les Américains appellent le Skycrane, donc la grue de l'espace. Le porteur est stabilisé à une dizaine de mètres au-dessus du sol et la petite sonde atterrit au bout d'un câble, comme une grue. Alors, je ne sais pas si vous imaginez la taille de Curiosity, mais si vous ne savez pas, voici à gauche Curiosity, 899 kg posé au bout d'un câble, c'est le poids d'une Twigo, une petite voiture française de guerre, sans publicité. Et donc, à côté d'un autre, c'est énorme. Énorme. C'est moins lourd sur Mars. Pardon ? C'est quand même moins lourd sur Mars. C'est un petit peu, elle pèse un tiers de son poids. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le poids terrestre. Hein. C'est la masse. C'est sa masse. C'est pas son poids. Voilà. Puisque chacun sait que la masse est indépendante de la gravité. Je vais regarder l'heure. Oh, ça va jusqu'à 20h. Hein. J'ai encore un quart d'heure. Ouais. Un quart d'heure. Ok. J'accélère. Les résultats de Curiosity sont un peu décevants quand même, un peu décevants à mes yeux, parce que, découverte de sphérules hématiques, hein, donc les blueberries de l'eau. Tous ces petits points, ce sont des grains d'hématite. Curiosity a découvert les vestiges dans le lac d'eau douce. Alors, le lac d'eau douce, c'est bien, parce que l'eau douce, c'est quand même favorable à la chimie. Si c'est trop salin, c'est un peu plus difficile. Donc, il y a la présence d'argile et de gypse. Le pH de l'eau était relativement neutre et les éléments chimiques nécessaires. Alors, la grosse publicité, il faut toujours se méfier des communiqués de presse. Hein. Communiqués de presse, les éléments nécessaires à l'émergence de la vie étaient présents à la surface de Mars. Alors, quand vous lisez ça, vous avez les journalistes qui vous téléphonent, Monsieur Brass, ça y est, c'est fini, il y a la vie sur Mars. J'ai dit, non, mais regarde, lisez. Ce qu'ils appellent les éléments, c'est carbone, azote, c'est les éléments atomiques. Il n'y a aucune trace de molécule qui est une combinaison de ces éléments. Donc pour l'instant, on a les éléments, mais ça on le savait déjà, on n'a pas de molécules organiques. Donc ce qu'il nous faut vraiment, c'est carbone, hydrogène, oxygène, azote, des molécules qui résultent de la combinaison de tous ces éléments. Donc ils auraient dû ajouter éléments atomiques. Alors ils disent, oui, mais éléments atomiques, les gens ne comprennent pas. Alors il faut expliquer. Je ne vais pas essayer de harceler des chimistes qui vous disent après, oui, mais regardez bien, parce qu'après on passe pour des mauvais coucheurs. Orléans participe normalement à l'interprétation des analyses minéralogiques et géologiques, mais pour l'instant, bon, alors il y a des dépôts sédimentaires qui sont, donc ça on savait déjà avec les autres missions, ça fait des jolies photos quand même, hein. Ça ressemble vraiment aux roches qu'on trouve en venant sur Dijon, les roches calcaires. Actuellement, Curiosity poursuit sa route vers le pied du Mont Sharp. Il a un peu des problèmes parce que ça, il commence à. Bon, c'est pas une crevaison, hein, mais quand il roule sur des cailloux pointus, ses roues commencent à se percer. Et ça, c'est pas terrible, mais pour l'instant, je suis au regret de vous dire qu'on n'a pas encore réussi à avoir des informations
Alors évidemment, il y a beaucoup de publications qui sont faites, mais pour l'instant, c'est pour l'exobiologie, c'est pas ce qu'on aurait pu espérer. Alors la mission européenne, les Européens vont refaire une mission avec beaucoup de difficultés parce qu'on a du mal à rassembler le budget, c'est un peu comme votre exposition. Donc actuellement, c'est une coopération entre l'ESA et Roscosmos, l'agence spatiale russe. Alors quand on sait que les Russes n'ont jamais rien posé à la surface de Mars, ou bien ils ont raté Mars, ou bien ils sont écrasés sur Mars, on est un petit peu, enfin bon, un petit peu inquiet. Il y aura en 2016, il y aura un orbiteur qui va chercher le méthane parce qu'on a découvert un peu de méthane. Alors le méthane pourrait être soit d'origine géologique, purement géologique, ou peut-être d'origine biologique, puisque certaines bactéries fabriquent du méthane. Donc pour l'instant, c'est intéressant de confirmer, de savoir quelle est l'origine de ce méthane. Et il y aura un atterrisseur démonstrateur, en 2018, il y aura un rover donc, qui va forer la surface, donc passer la couche oxydée pour aller jusqu'à 1,50 m, jusqu'à 2 mètres de profondeur. La contribution d'Orléans, on est en train de préparer un appareil photo couleur réflexe qui sera une véritable loupe du géologue. Et donc ça c'est pour 2016-2018. Les Américains ont une mission en 2020. Alors le petit rover devra rechercher des traces de vie fossilisées, collecter et stocker les échantillons pour un retour éventuel d'échantillons et préparer une mission habitée. Alors à propos de mission habitée, je ne sais pas si certains d'entre vous se sont peut-être inscrits pour un voyage sur Mars. Alors je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait qu'un voyage sur Mars n'est pas sans danger. En particulier, absence de pesanteur, balle de l'espace, fragilisation des os, atrophie musculaire, élimination urinaire passive, diminution du nombre de globules rouges, affaiblissement du système immunitaire, exposition aux radiations, puisqu'on est plus protégé par la magnétosphère terrestre. Ensuite, durée du voyage 2 ans, aller-retour. Une fois sur place, il faut s'enfouir, parce que sur Mars, il n'y a pas de protection. Okay, donc vivre comme des taupes pendant 8 mois. Et les contraintes psychologiques, hein, il faut vivre en confiné. Et la principale contrainte, c'est quand même de ne plus voir la Terre que comme une tête d'épingle. Ça, c'est une photo ici de la Terre prise par une sonde martienne depuis Mars. Donc vous voyez une petite tête d'épingle qui est là, Earth, ici. C'est la taille de la Terre. Donc quand ils sont, quand vous avez Jean-François Clairvoy ou les astronautes français qui vous disent on regarde souvent par la fenêtre parce que du hublot de la station internationale parce que c'est beau la Terre, ils vous disent aussi on regarde aussi pour se sécuriser parce que c'est pas loin. Donc, okay. Quand on va sur la Lune, il faut 3 jours. Si vous oubliez le pain, ça va. Mais sur Mars, c'est 2 ans. Donc aucune possibilité. Donc les premiers qui partiront, j'ai bien peur qu'ils ne reviennent pas. Enfin tout ça, c'est pour vous dire que Mars, c'est pas la porte à côté. La vie, Europe est une lune de Jupiter qui a très probablement un océan sous sa carapace de glace. Donc, on a l'eau, on n'a pas les molécules carbonées pour l'instant. Donc, souvenez-vous, il faut de l'eau et la chimie du carbone. Donc là, on a l'eau, pas la chimie du carbone. On a Titan qui est une lune de Saturne. Là, on a la chimie du carbone, mais on n'a pas l'eau. Alors, pas d'eau liquide. On a de la glace, il fait moins 170 degrés, moins 160 degrés, 90 degrés K, ça fait 170 degrés, quelque chose comme ça. Un liquide, mais du méthane et d'état liquide. Donc ça, c'est le rêve des pétroliers, mais pour un chimiste, alors c'est un liquide, c'est pas... Ensuite, il y a des mers d'éthane liquide, méthane liquide. Là, tout ce qui est en noir, c'est un lac de méthane liquide. L'île qui est au milieu fait 150 km de long. Donc il y a vraiment d'énormes quantités de méthane liquide. Une nouvelle forme de vie basée sur le méthane, pourquoi pas? Donc, pourquoi pas, puisqu'il faut dans un liquide avec la chimie du carbone. Alors si, et je viens de voir, c'était quand? C'était, je crois que c'était il y a quelques jours, hein, il y a eu une alerte par les Américains qui ont fait une étude théorique sur
des membranes qu'ils appellent azotosomes à partir de l'azote, hein, donc un système de vie. Alors, pour la petite histoire, je me suis battu déjà en 87, enfin même avant 87, pour qu'il y ait sur Huygens, la petite sonde européenne qui s'est posée sur Titan, soit équipée d'un polarimètre pour mesurer la polarité, la forme gauche, forme droite. Alors en fait, l'idée, je n'ai pas été assez convaincant, l'idée n'a pas été retenue, mais on a publié un papier quand même en 87 en disant qu'il fallait rechercher le signe de cette chimie du carbone, et si on trouve qu'il y a conduite à gauche ou conduite à droite, ça veut dire qu'il y a probablement dans ces océans de méthane, de titan, des systèmes vivants exotiques hein, qui utilisent le méthane liquide. Bon, je pense que si l'Europe ou les Américains vont refaire une manip à partir de ce genre d'article, quand vous êtes trop novateur, trop tôt, bon, c'est pas assez convaincant. J'ai des convaincants pour Beagle 2, ça a foiré. Là, ça n'a pas été retenu. Bon, c'est comme ça. Encelade, qui est une autre lune de Saturne, a des geysers de grains de glace et de molécules carbonées à l'hémisphère sud. Donc il y a peut-être à l'intérieur d'Encelade un aquifère, un réservoir d'eau, mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc ça, c'est tout ce qu'on a dans le système solaire. La bonne nouvelle, c'est que la chimie du carbone est universelle. Dans le milieu interstellaire, des radioastronomes comme ceux qui travaillent avancés sur le radiotélescope ont découvert plus de 100 molécules à base de carbone. Donc il n'y a plus qu'à trouver l'eau. Bien, tout le monde ne dort pas, c'est bon. Actuellement, donc, pour trouver l'eau, il faut trouver une planète qui soit ni trop grosse, ni trop petite, ni trop près, ni trop loin de l'étoile. On est d'accord? Vendu. Donc, actuellement, les astronomes ont découvert 1890 planètes extrasolaires, donc au-delà du système solaire. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Alors, il y a deux méthodes. La première méthode consiste à la visite des vitesses radiales. C'est lorsque vous avez une étoile et une planète qui gravitent autour de l'étoile. La planète lourde tire un petit peu l'étoile. Donc, par rapport à l'observateur qui est là-bas, il y a un effet Doppler. Donc, la lumière devient un peu plus rouge. Elle revient un peu plus bleue par là. D'accord? Donc en regardant ces variations de lumière, on arrive à détecter la présence de grosses planètes. Il faut que les planètes soient grosses, parce qu'une petite planète comme la Terre ou Mercure ne fait pas beaucoup bouger le Soleil. Donc si ça bouge beaucoup, c'est que c'est gros. Si c'est gros, c'est que c'est gazeux. Si c'est gazeux, c'est pas bon. On est d'accord. Donc deuxième méthode, des transits. On regarde la petite éclipse qui est produite lorsque la planète passe devant l'étoile. Donc il y a une petite éclipse. Et puis, à partir de cette petite éclipse, on peut déterminer s'il y a une planète. Alors, on voit, évidemment, le télescope, il ne va pas rester bloqué pendant un an sur l'étoile pour voir passer une planète qui passe tous les ans. Donc, on voit celles qui passent souvent. Si elles passent souvent, c'est qu'elles sont proches du Soleil. Si elles sont proches du Soleil, c'est qu'elles sont trop chaudes. Fort heureusement, il y a des planètes, des étoiles qui sont moins chaudes que le Soleil. Donc, on arrive à détecter des planètes qui tournent autour de petites planètes, 3 fois la Terre, qui tournent pas souvent devant l'étoile, mais devant des étoiles qui sont moins chaudes, et donc qui sont habitables, où la température est telle qu'elle pourrait permettre la présence d'océans. Alors, pour l'instant, on en a 29, et elles sont là, et il n'y en a qu'une qui est quasiment comme la Terre, enfin, à peu près. Les autres sont plus grosses, mais ce sont des super-terres, mais qui sont autour d'étoiles qui sont moins chaudes que le Soleil, donc avec des températures donc ces planètes sont potentiellement habitables. Maintenant, il suffit de savoir si on peut passer de habitable à habité, et pour ça, on va des méthodes. La première méthode consiste à regarder la petite lumière, le rayonnement infrarouge qui est réémis par la planète lorsqu'elle est chauffée par l'étoile. Donc, cette petite lumière qui est réémise par la planète, elle va traverser l'atmosphère. Donc, c'est comme si vous avez une source, un échantillon, une observation. C'est ce qu'on fait en laboratoire.
Malheureusement, la lumière qui est réémise par la planète, elle est extrêmement faible par rapport à la lumière de l'étoile. Donc il faut essayer d'éteindre l'étoile. C'est un peu comme si depuis Dijon, vous regardez un verre luisant à côté d'un phare à Marseille. Donc il faut éteindre le phare. Et donc les astronomes, en principe, sont capables de l'éteindre en faisant de l'interférométrie, en mettant 5 télescopes dans l'espace, réglés au millimètre, pour éteindre l'étoile. Ça coûte cher, ça a été proposé à l'ESA, ça n'a pas encore été signé. La deuxième méthode consiste à regarder la lumière de l'étoile lorsque la planète passe devant, et on peut regarder avec les instruments actuels tellement précis qu'on peut regarder la lumière qui traverse l'atmosphère de la planète lorsqu'elle passe devant l'étoile. Et pour l'instant, on a trouvé du sodium, on a trouvé quelques éléments, pas encore de grosses découvertes, mais c'est une méthode beaucoup moins chère et qui est pratiquée actuellement. Donc, c'est en bonne voie. Ça, je vais passer. Connaissez-vous la tribu amazonienne des Pirayas? Ils comptent 1, 2, après 2, c'est beaucoup. Donc, l'arithmétique, pour eux, c'est 1, 2, beaucoup. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir ce fameux numéro 2. Pour nous, on a le numéro 1, c'est la Terre. Bon, avec le numéro 2, on va pouvoir dire partout. Tant qu'on n'a pas ce numéro 2, on ne peut pas exclure que la vie, le résultat d'un concours, comme disait Monod, tellement exceptionnel qu'il s'est produit une fois sur Terre, et basta, c'est tout. On est tout seul, la vie est limitée à la Terre. Donc ça, ce n'est pas notre hypothèse de travail. Donc pour l'instant, on continue à chercher ce fameux numéro 2. Et simplement pour conclure, la sonde Voyageur a été lancée en 1977, elle vient de sortir du système solaire dans les turbulences, donc il faut un certain temps pour arriver au bout du système solaire, ce qu'elle a fait. Et puis, quand elle était au niveau de Saturne, elle a à 6 milliards de kilomètres de la Terre, elle s'est retournée, a pris une photo de la Terre. Alors voilà la photo de la Terre, c'est le point blanc, et Dijon c'est là. Alors on a du mal à voir peut-être les détails, hein. La def, hein, ma seconde point de vue peut-être. Et Carl Sagan a écrit un texte que moi je trouve extraordinaire, qui, en regardant cette petite tâche, a écrit « Nous avons réussi à prendre cette photo depuis l'espace lointain, et si vous l'examinez, vous voyez un point, c'est ici, c'est nous. Pensez au fleuve de sang versé par tous ces généraux et empereurs pour qu'ils puissent, de la gloire et le triomphe, devenir les maîtres temporaires d'une fraction de ce point. Pensez aux cruautés infinies infligées par les habitants d'un point de ce point, les habitants difficilement différenciables vivant sur un autre point de ce point. Et enfin, Bossuet, c'est une entreprise hardie que d'aller dire aux hommes qu'ils sont peu de choses. » Merci.